La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre. Elle montre la voie. Cette citation est tirée de l'excellent livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Bonjour et bienvenue dans l'émission Secret de sorcière. Après avoir lancé mon podcast de contes végétaux, j'ai eu envie de t'emmener découvrir des autrices, toutes voire beaucoup sorcières, et qui nous racontent leur savoir et leur univers dans des livres et des grimoires, sur des plantes, la science, voire des légendes. Je suis Sonia Bellouti, une conteuse végétale, une sorcière des temps modernes. Diplômée de phytoaromathérapie, je suis aussi consultante Feng Shui. Et il me plaît d'inviter des personnalités pour raconter leur vision de la guérison des plantes et des médecines douces. Pour ce deuxième épisode de Secrets de sorcière, notre nouveau rendez-vous mensuel, je suis avec Sonia Blondeau, autrice récidiviste et une sorcière conférencière. Bonjour Sonia et merci d'être là avec nous. Bonjour Sonia, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Alors ça s'entend peut-être à l'accent. Tu nous parles de l'autre côté de l'Atlantique, de Toronto précisément, et tu es aromathérapeute certifiée et tu viens de publier ton deuxième livre, Les molécules amusantes, aux éditions Améris. Et nous avons plusieurs points communs, notre amour des plantes bien sûr, mais aussi un fait rare, nous portons le même prénom et les mêmes initiales SB. En effet. J'ai trouvé ça drôle en fait, et ça me fait d'autant plus drôle de t'appeler Sonia et que toi tu m'appelles Sonia à l'interview. Donc il y a bien deux personnes, je rassure tout le monde, ce n'est pas un fake. En effet. Tu n'as pas toujours été dans le soin et les plantes. Et raconte-nous un peu le déclic qui t'a mené aux huiles essentielles et à l'aromathérapie. C'est vrai, j'ai pas toujours été dans les plantes. En fait, c'est un accident de vie qui m'a amené à l'aromathérapie. Ça a été un changement assez brutal de parcours dans ma vie. Je m'entraînais un jour, il y a 10 ans, pour un triathlon. Et j'ai fait une chute assez brutale de mon vélo. Donc, je me suis retrouvée dans des douleurs intenses. Et pendant 2 ans, il n'y a rien qui m'a soignée, aucune médecine allopathique qui m'a aidée. Et tu sais, avant, moi, j'avais une vie assez rangée. Je suis comptable agréée de profession. Et j'avais une vie très normale. Donc, après ces 2 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai finalement décidé de tout quitter. J'ai quitté mon travail, j'ai vendu ma maison, mes enfants étaient déjà grands et aux grands mots, les grands moyens, comme on dit, je me suis retrouvée en Allemagne dans une clinique de gestion de la douleur. Et c'est là qu'on m'a soignée avec des médecines naturelles et que j'ai fait pour la première fois la rencontre de l'aromathérapie. Donc, ou des huiles essentielles, je devrais dire. Et c'est à partir de ce moment, parce que l'Allemagne, je dois dire, ça m'a vraiment ouvert des horizons, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai choisi de me former. Un beau chemin de résilience, et donc ça a changé complètement ta vie. Et pas seulement ta vie de sportive, mais apparemment ta vie professionnelle, ta vie de tous les jours, ta vie tout court. Oui, vraiment, ça a été un changement de parcours assez direct. Tout à fait. C'est assez étonnant dans la vie, comme les accidents de vie, ce qu'on appelle les accidents de vie, au moment où on les subit, parce qu'on les subit, on les cherche pas, ces accidents, on peut râler, on peut être triste, on peut être dépressif même. Et c'est souvent des portes qui s'ouvrent pour que d'autres fenêtres s'ouvrent vers un horizon qu'on ne connaît pas, qu'on n'imagine pas sur le moment. Et avec le recul, quand on met un peu le rétroprojecteur, on se dit « Waouh, je ne regrette rien finalement. J'ai souffert, j'ai eu mal, physiquement ou moralement. Ça n'a pas été facile, mais je suis là. » Et je n'aurais jamais découvert ce pan de vie ou ces capacités chez moi si je n'avais pas vécu cet accident de vie.
Est-ce que je sais pas si tu as cette vision aussi de totalement. la vie. Totalement. Au début, je dois te dire, là, les premières années, c'était vraiment très, très pénible de passer de médecin en médecin, de rendez-vous en rendez-vous, essayer tel médicament, les douleurs. Hein. On comprend vraiment pas. On est très, très en colère, on est aigri. Mais à un moment donné, il y a comme un déclic et puis on se dit, il doit y avoir quelque chose de plus grand je dois aller vers autre chose, je dois continuer de chercher. Et c'est ça qui est arrivé. À un moment donné, je me suis dit, je peux plus continuer à travailler de cette façon-là. J'étais en beaucoup trop de douleur. Et quelqu'un m'a parlé de cette clinique en Allemagne. Donc, je me suis dit, ça y est, j'y vais. J'ose. Il fallait faire autre chose. Et puis, ça a été le début de ma nouvelle vie. Vraiment, vraiment. Ça a été finalement, aujourd'hui, je vois ça comme un événement transitoire et rien de plus. Il faut rentrer dans un tunnel pour redécouvrir la lumière ailleurs. Oui, oui. L'autre gazon plus vert ailleurs, mais qu'on ne soupçonnait même pas, en fait. Si on nous l'avait dit à ce moment-là, on ne l'aurait pas imaginé, pas un instant. Oui. C'est magique. Il y a quelque chose de magique dans la vie. Mais bon, je peux comprendre aussi que quand on est dans le creux de la vague, qu'on n'ait pas cette capacité de voir ce qu'il y a après la vague. Il faut attendre qu'elle passe et de voir comment on peut réagir et d'apprendre de cette vague-là. Mais bon, chaque chose en son temps. Il faut beaucoup de patience. Et donc, pour revenir un peu à ton parcours et le livre qu'on va beaucoup décortiquer aujourd'hui, Les molécules amusantes, c'est donc le titre de ton livre, et ton deuxième livre. Ce n'est pas la première fois, c'est pour ça que je disais que tu étais une autrice récidiviste. Parle-nous un petit peu de ce livre qui est une approche de la médecine intégrative en France. Si tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais il me semble que ça traite de ce sujet. Oui, en fait, le livre, ça s'appelle Au cœur des essences, lorsque les huiles essentielles s'invitent en milieu hospitalier. Alors ça a été une magnifique aventure. Tu sais, quand j'ai été formée à l'aromathérapie, donc peu de temps après ma visite en Allemagne, j'ai tout de suite essayé de me former et je me suis formée plutôt à l'aromathérapie. Et j'ai appris des choses vraiment super intéressantes. Puis je me disais, mais comment ça se fait qu'on connaît pas ça ou on n'en entend pas suffisamment parler. Alors, et moi, je me sentais pas une experte, mais pourtant, j'avais un désir intense de communiquer, de transmettre. Alors là, je me suis dit, bon, ça y est, j'ai déjà tout quitté. Donc, je m'en vais et je suis partie, je te dirais, pendant plus de 2 ans et demi à la rencontre d'experts en aromathérapie, des gens, des soignants surtout, qui travaillaient dans leur clinique auprès de leurs patients avec les huiles essentielles. Vraiment pour essayer de comprendre, qu'est-ce que eux ils font avec ça et peut-être même possiblement raconter leur histoire. Donc c'était ça ma première intention. Et c'est au travers de ces voyages. Alors je me suis retrouvée dans une dizaine de pays en Europe. Je suis allée jusqu'en Australie. J'ai fait aussi une petite partie de l'Indonésie et évidemment plusieurs États aux États-Unis. Et c'est au travers de tous ces voyages que j'ai rencontré Catherine Maranzana. C'est elle qui est finalement l'héroïne de mon premier livre. Quand elle m'a raconté son histoire, tu sais, j'ai été pendant 6 semaines après à réfléchir. Mon idée première, c'était de raconter un chapitre sur chacun de ces experts que j'allais rencontrer, mais elle pouvait pas rentrer dans un chapitre. Il fallait que je raconte son histoire dans tout le livre. Alors, c'est cette infirmière qui a introduit les huiles essentielles à l'hôpital de Colmar, en Alsace. Et on parle pas d'un petit hôpital, on a 4000 soignants en Alsace, dans cet hôpital. Et donc, elle a introduit les huiles essentielles il y a déjà 10 ans pour, en complément, si on veut, avec la médecine allopathique qu'ils utilisent à l'hôpital, auprès de leurs patients pour les aider, pour améliorer leur état d'être, leur mieux-être. Et au moment de la sortie de mon livre, en 2018, ils utilisaient les huiles essentielles dans 28 services de leur hôpital. Aujourd'hui,
ils les utilisent en 2022 dans plus de 55 services de leur hôpital. Alors, c'est pour te dire comment ça fait boule de neige. En fait, c'est ce qu'on dirait aussi au Québec. Ça fait boule de neige. Il y a plus de neige qu'en France maintenant. Mais peut-être qu'en Europe, on va plus dire que ça a fait tache d'huile. Peut-être que ça va mieux sortir. Non, on dit beaucoup boule de neige, mais il y a de moins en moins de neige. Donc, on va peut-être le transformer en tache d'huile, je pense, avec le temps. Oui. Alors, disons que ça a bien progressé. Et puis, c'est une magnifique histoire. Alors, on est toujours en contact avec Catherine. Ça a été moi aussi une première ouverture sur l'écriture parce que moi, je savais pas, à part d'écrire des rapports financiers, je savais pas que j'avais même une capacité d'écrire des livres. Alors, ça a été une belle aventure et puis on a fait ça ensemble. Catherine revisait tous mes textes et tout. Je voulais m'assurer que ce que je disais, elle était en accord avec ça parce que des fois, elle m'expliquait des choses, mais les procédures en santé médicale, moi, je pouvais, par exemple, les dire à l'envers dans mon livre. Alors, il fallait s'assurer que les étapes étaient bien suivies et tout. Donc, on a eu beaucoup de plaisir. C'est pas toujours simple de rester fidèle à ce qui nous a été raconté. Oui, on imagine un peu des choses au travers, alors. Non, elle me remettait dans le droit chemin, ce qui est bien. Et donc, ton deuxième livre, Les molécules amusantes, c'est aussi un autre déclic que tu as eu. Raconte-nous un petit peu comment t'es venue l'idée de ce livre. Oui. Alors, tu sais, moi, j'ai 6 petits-enfants. Waouh! Et un jour, on jouait avec leurs cartes Pokémon et honnêtement, j'étais impressionnée. Ils sont tout petits. Ils étaient tout petits à l'époque, 4, 5, 6 ans. Et ils connaissaient toutes leurs cartes Pokémon, des caractères, de l'évolution, du pouvoir de un sur l'autre, etc. Et j'étais vraiment impressionnée de les voir m'expliquer tout ce système complexe. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est extraordinaire. Ce serait tellement le fun si on pouvait avoir, nous aussi, en aromathérapie, des Pokémon essentiels, des cartes visuelles qui nous aideraient ou un système qui nous aiderait à comprendre. Et tu sais, quand j'étudiais l'aromathérapie, l'étude des molécules, c'est vraiment compliqué, c'est rébarbatif pour qui c'est notre bête noire. C'est vraiment la bête noire, oui. les molécules de l'aromathérapie. Vraiment, c'est tout un problème. Alors, je me disais peut-être que si on rendait ça plus agréable, plus amusant, qu'on apprenait nous aussi en s'amusant, qu'il y aurait plus de personnes qui pourraient justement s'intéresser. Alors, tout le temps, c'est dans mon esprit, je voulais transmettre, mais comment on arrive à aller chercher des gens ou à aller intéresser des gens si c'est si rébarbatif, la science qui est derrière les huiles essentielles. De là est venue, si on veut, l'idée des molécules amusantes qui a mûri dans mon esprit. C'est une très bonne idée et je rebondis sur ce que tu disais, c'est vraiment la bête noire. Quand on est formé en aromathérapie, à moins d'être médecin ou pharmacien, on a peu de connaissances moléculaires et sans doute une façon de retenir, enfin avoir l'habitude de ce vocabulaire et de retenir les molécules, alors que pour moi, c'est vraiment essentiel. Et ça n'a pas toujours été le cas dans ma tête. Comme beaucoup, j'ai appris les huiles essentielles en partant de l'huile, en essayant de retenir à quoi elle sert, quelles sont ses propriétés, comment on s'en sert. Alors que l'inverse, quand on parle de la molécule, bien sûr la molécule majoritaire, on peut pas, comme tu dis dans ton livre, il y a des dizaines et des dizaines de molécules dans chaque huile essentielle, on peut pas toutes les retenir. En revanche, il y a une ou deux molécules majoritaires qui lui confèrent des propriétés. Et si on part de la molécule et on cherche quelle est l'huile essentielle qui contient cette molécule et regarder chez nous quelles sont les huiles essentielles qui contiennent cette molécule en partant d'un besoin et d'une propriété plutôt que l'inverse, on maîtriserait mieux le sujet et surtout, même si on tombe sur une huile essentielle qu'on connaît peu, quand on regarde sa composition, on se dit, par exemple, elle est très riche en phénol, donc ça va être très bien pour ce que je cherche puisque j'ai un début d'infection.
même si je la connais pas au départ, cette huile, je sais pas, je peux citer un exemple, mais j'en ai pas en tête. Et je trouve ça tellement plus intéressant. Moi, dans ma formation, on a parlé des molécules, mais on est tout de suite passé à cette méthode classique de classification finalement par ordre alphabétique et d'apprendre des dizaines d'huiles essentielles, des dizaines de plantes et ensuite leurs propriétés et répondre à une problématique. Et le jour où j'ai fait une formation d'aromathérapie énergétique, on a fait l'inverse. On est parti des molécules, du classement des molécules et donc de leur vibration ou énergie, et pour trouver un petit peu l'effet sur l'esprit et le mental, tout en bien sûr apprenant les propriétés physiques et physiologiques. Et c'est là que j'ai découvert ton livre. Quand on est aligné, n'est-ce pas? Oui. Les choses sont magiques. C'est là que j'ai découvert ton livre. C'est là où j'ai vu les molécules amusantes rendre l'aromathérapie comme un jeu et partir des molécules. Je me suis dit, mais il me le faut ce livre. C'est comme ça que, en fait, on s'est découvertes mutuellement et je me suis dit, il faut qu'on parle. Il faut qu'on se parle. Oui, non, ça a été une belle rencontre, vraiment. Oui, une belle rencontre. Les réseaux sociaux, LinkedIn, ça sert à beaucoup de choses. C'est vrai, hein? Oui. Entre autres, à faire de belles rencontres. Et donc, c'est une belle transition sur la question que j'avais envie de te poser. Comment est construit ton ouvrage? Comment est construit les molécules amusantes? Oui. Alors, tu vois, c'est ce que j'écris présentement avec, c'est une série de 2 livres. Hein. Le premier livre qui vient de sortir, il contient 8 familles moléculaires et le deuxième, il va en contenir 6. Alors, avec 14 familles, c'est plus que suffisant si on veut pour comprendre très bien l'ensemble des huiles essentielles qui se retrouvent aujourd'hui sur le marché. Alors, dans ce premier livre, je l'ai séparé en 2 sections de 4 familles moléculaires chacune. Et ce que je fais, c'est que j'introduis d'abord ces familles moléculaires en racontant des histoires anecdotiques qui nous permettent, au travers de ces histoires, de mieux comprendre c'est quoi les propriétés de base des familles moléculaires. Alors, je fais des analogies et je fais intervenir un peu l'émotion, si on veut. Donc, les gens, c'est plus facile pour eux de se rappeler. Et une fois que l'histoire anecdotique est bien développée, là, j'y associe une couleur. Et c'est avec ça par la suite que mes cartes visuelles sont bâties, avec toutes ces couleurs. Donc, ça, c'est vraiment dans le premier chapitre où j'ai introduit les histoires. Après, j'ai introduit chacune des familles moléculaires une à la fois et je vais un petit peu plus en profondeur dans ces chapitres directement là où j'amène les huiles essentielles en fonction de leur concentration en molécules de cette famille. Donc, je les amène, on les découvre, comme tu dis, au travers de leurs molécules, parce que la première huile, souvent, peut avoir jusqu'à 90-95% d'une molécule de cette famille dont je parle. Alors, on apprend à connaître cette molécule-là et à voir comment elle travaille à l'intérieur de l'huile essentielle. Et c'est par la suite que j'amène les autres huiles essentielles. Donc, la plus riche au début en molécules de la famille et après la moins nantie vers la fin. Donc, on va vraiment à leur rencontre au travers des molécules. Et à la fin des sections, je garde souvent les huiles essentielles qui sont composées de molécules qui proviennent des 4 familles qu'on vient de voir pour en faire une espèce de synthèse puis expliquer comment les molécules interagissent entre elles, etc. Donc, vraiment pour consolider des informations qu'on vient de voir dans les sections. C'est comme ça que je l'ai bâti. Oui. J'ai beaucoup apprécié la fin de ton livre où tu prends 2 grandes familles parce qu'elles contiennent sous le même nom plusieurs plantes, ce qu'on appelle les clémotypes différents. C'est pas tout à fait, c'est la même plante sans être exactement la même plante. Tu prends la famille des lavandes et tu prends la famille des camomilles parce qu'il y en a plusieurs sous cette dénomination commune, tout en détaillant les différents clémotypes et on voit comment les molécules bougent dans chaque clémotype et ce qui rend leurs propriétés différentes. La lavande vraie n'a rien à voir avec la lavande aspic et pourtant ça ressemble. Si on parle par exemple de la lavande, la stockade, qui est la lavande papillon,
Oui. Alors là, c'est vraiment très différent. C'est composé en majorité de cétone. Alors quand on la compare à la lavande vraie, comme tu dis, ça n'a rien à voir. Hein, c'est très, très différent. Oui. Alors, c'est l'idée justement de faire ces huiles, un chapitre sur les huiles essentielles comparé à la fin de la section de ma deuxième section. C'est justement de faire ressortir toutes les propriétés, toutes les différentes variantes qu'on peut retrouver dans nos molécules, même si on parle d'une même série de camomille ou d'une même série de lavande, elles ont toutes des particularités très différentes. Donc, c'est vers ça que je m'en vais avec mes livres. C'est mes cartes visuelles. Juste en un coup d'œil, on peut voir quelles sont les familles moléculaires qui sont représentées. On peut aussi découvrir quelles sont les molécules, hein, parce que j'indique les molécules et le pourcentage qui est inscrit dans l'huile essentielle. Et juste à regarder, déjà, on a un bon aperçu de ce que ça peut faire, les couleurs. On se rappelle des propriétés de base des familles moléculaires. Donc, déjà, on a une bonne idée de ce que ça peut faire juste en regardant la carte visuelle. On peut les comparer entre elles aussi avec ces cartes. Donc, tu expliquais que parfois, si on recherche une propriété particulière, alors, dans mon livre, je te donne un exemple. Si on recherche une huile qui est calmante, on va s'attarder au cercle de couleur bleu, ciel, parce que c'est la couleur qui est attachée aux esters dans le livre. Donc, on va rechercher parmi les cartes celles qui ont beaucoup de bleu ciel et après, on peut aller lire la monographie pour voir si ça répond à nos besoins. Mais on cherche d'abord les molécules, les besoins, et la molécule qui va avec, etc., ou la famille qui peut aller avec. On part du besoin, on va chercher la molécule qui répond à ce besoin et ensuite, où se trouvent ces molécules dans les huiles ou des familles d'huiles essentielles et non pas la démarche inverse qui est la plus courante où j'ai un besoin en fait j'ai une huile essentielle et j'essaie de savoir à quoi elle va servir. Exactement. Tu sais, dans mon livre, c'est probablement une des premières fois que les choses sont apportées de cette façon-là, mais et ça amène une autre réflexion. Hein? Oui. Quand on voit dans quelle simplicité finalement le livre a été bâti, on se dit mais comment est-ce qu'on n'a pas pu y penser d'avance? Parce que c'est tellement simple. Moi, j'ai réduit vraiment au facteur commun, là, le plus petit facteur commun, si on veut, de tout ça. Et c'est quelque chose qui est plus accessible, qui est beaucoup plus facile de comprendre, de saisir. Je suis d'accord avec toi, à condition de se défaire d'anciens mécanismes aussi. Et pour revenir à ton livre, moi, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux à un moment donné. Tu dis, l'aromathérapie n'est pas une médecine douce. Tu l'as pas exprimé exactement comme ça, mais c'était ton idée et d'ailleurs tu le répètes dans la même phrase. C'est certainement pas une médecine douce. Est-ce que tu peux expliquer ce point de vue qui peut surprendre beaucoup a priori? Oui, c'est vrai que les huiles essentielles, ça nous vient des plantes, ça nous vient de la nature, mais une fois qu'elles ont été distillées, elles sont composées d'ingrédients actifs extrêmement puissants. C'est pour ça que on peut se traiter plusieurs maux, plusieurs problématiques au quotidien avec des huiles essentielles. Mais par contre, il y a parfois des molécules qui peuvent avoir une toxicité, soit elle peut être irritante sur la peau, peut avoir une toxicité pour le système nerveux, etc. Je pense entre autres aux molécules des cétones. Certaines cétones peuvent être neurotoxiques. Alors je pense au camphre, à la tijone, par exemple. Oui. La menthe poivrée qui est très répandue et souvent très mal utilisée. Oui, alors tu vois, c'est pas des huiles essentielles qu'on va offrir d'emblée à une femme enceinte, par exemple, ou à un jeune enfant pour éviter des complications. Oui. Donc, voilà, il faut savoir comment les utiliser, les huiles essentielles. Et de là vient l'importance de l'étude des molécules. Hein, on le disait tantôt, c'est vrai que c'est une bête noire, mais c'est un passage obligé parce que une fois qu'on comprend la molécule, on comprend les propriétés thérapeutiques des huiles essentielles, on comprend leur toxicité. Les contre-indications. Oui, et surtout, comment éviter justement les toxicités.
Et Dominique Baudou, qui t'a préfacé le livre, donc Dominique Baudou est un professeur et fondateur de Pranarum, cette grande marque d'huile essentielle, entre autres, et pas seulement. Je cite, il dit, à côté de l'activité biochimique, l'aspect vibratoire de toute huile essentielle lui offre une place de choix dans toutes les approches énergétiques et sensitives. Il précise un peu plus loin dans son paragraphe, là se trouve le nouveau paradigme des huiles essentielles, biochimie, énergie et information. C'est un tout en un. Quel est, selon toi, ou ton avis sur le sujet de la vibration et de l'énergie de l'huile essentielle? Est-ce que tu as Alors, un avis aussi tout à fait, là-dessus? oui. C'est vrai que c'est complexe, hein, cette question. Mais pour moi, aujourd'hui, en fait, qui vient d'un monde extrêmement rationnel, ça a été une expérience progressive. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est une évidence. Parce que je côtoie les huiles essentielles au quotidien, évidemment, j'en ai plus qu'une centaine. Et avec le temps, à force de découvrir leurs arômes, c'est sûr qu'on connecte à un autre niveau avec les huiles essentielles. Par exemple, si j'ai besoin d'avoir un peu plus confiance en moi ou de me rassurer, je vais aller vers des huiles qui vont m'ancrer. Par exemple, on parlait tantôt de la camomille allemande. C'est une de mes favoris. Le vétiver, ils ont le même effet sur moi d'ancrage. Si je suis plutôt nostalgique ou il y a de la tristesse, je vais aller vers les huiles florales. Donc, la rose, si on arrive à l'avoir, on en a même un petit peu, c'est précieux. Alors, je vais aller vers la rose, le jasmin, le ylang-ylang. Donc, je vais aller vers d'autres énergies et c'est que définitivement, ça nous apporte quelque chose, un bien-être. On va vers ces huiles-là, c'est définitivement pour aller chercher leur bien-être. C'est comme si on amenait la nature à nous d'une certaine façon, qu'elle nous parle, qu'elle nous réconforte. Hein. Je donne un exemple intéressant dans le livre, mon premier livre, Au cœur des essences. Catherine me racontait, par exemple, que lorsqu'elle donnait un protocole à des personnes âgées qui étaient dans son secteur pour dormir le soir, elle leur massait l'avant-bras avec de la camomille noble, la lavande, je pense que c'était de la bergamote. Et elle avait ce moment, si on veut, d'intimité avec la personne. Il y avait l'odeur, il y avait vraiment tout un sentiment de bien-être. Et la personne, bien sûr qu'elle allait mieux dormir par la suite parce que c'est l'effet physiologique du mélange qu'elle appliquait sur son bras. Mais la dame, elle pouvait s'endormir avec un sourire. Tu sais, quand l'infirmière est partie, l'arôme demeure, la personne est comme dans un autre état. Alors, c'est pas un sentiment ou c'est pas quelque chose qu'on a si on donne seulement un médicament. Oui. Hein? Donc, je suis totalement d'accord avec toi. oui, il y a le médicament qui assomme, en quelque sorte, qui nous met dans un état second, qui va assommer, qui va avoir un effet très rapide et très efficace. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et je n'ai rien contre l'allopathie. Je suis pour l'intégration de toutes les médecines pour répondre au mieux à un besoin, une problématique. Mais on n'a pas le même effet sur le plan mental que peut nous donner l'huile essentielle et l'aromathérapie. Et il y a par exemple des huiles essentielles qu'on va utiliser dans les hôpitaux, dans les services palliatifs, parce qu'on est dans une phase de transition. On sait que les gens qui sont là, ce n'est pas pour revenir, c'est pour partir et on va faire en sorte que le passage se fasse le mieux possible, même si ça doit durer sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, mais qu'il se fasse le mieux possible. Et ça, aucun médicament, sauf de la morphine, sera la fin pour à la fois arrêter les douleurs et aider à l'endormissement final. Les huiles essentielles répondent à autre chose qui est de l'ordre de l'émotionnel. Et si je reprends ce que dit Dominique Baudou, ou de ce que j'ai appris, moi, de l'aromathérapie énergétique, qui est un complément à l'aromathérapie physiologique, je dirais que elle répond à la science, les molécules, c'est la science, donc elle répond à la tête, au mental,
que la vibration de cette même huile, parce que c'est du vivant, elle vient du monde du vivant, donc il y a une vibration, elle parle à l'esprit, et comme elle crée une émotion, l'olfaction, on sait que le siège de l'odeur est lié au siège du souvenir, qui est la chose la plus puissante que nous avons dans l'esprit, et les deux sont relayés, et là c'est le cœur qui se rappelle, qui parle et qui répond. Et pour moi, on est vraiment dans cette globalité, une autre dimension, tête, cœur, tête, cœur, énergie. esprit, et tout est pris en charge au final, et c'est toute la beauté et la puissance de la plante et de la biochimie aromatique. Et bien sûr, si c'est actif, si c'est puissant, c'est qu'il faut faire aussi attention. Donc, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Oui, bien sûr. Dans les podcasts, je donne beaucoup de contre-indications et de warning, de faites attention à ci, faites attention à ça, quand je parle de certaines plantes et en particulier des huiles essentielles, parce que c'est puissant, c'est comme un médicament, nous avons des contre-indications. Si elle n'était pas active, si elle n'était pas puissante et elle n'était pas, on n'aurait pas de contre-indication justement, et c'est la preuve que ça fonctionne. Et effectivement. Peut-être pour finir, j'avais quelques questions comme un quiz. Et on va jouer un petit peu à répondre à quelques questions que j'aime bien poser à toutes mes invités. Donc, comment tu te vois dans 3 ans? Oh. Et tu vois, moi, mon but à moi, ma mission, ce que je me suis donné depuis ce grand changement dans ma vie, c'est vraiment de faire connaître, hein, de transmettre. Alors, tout ce de continuer à écrire, ça va de soi, mais si je pouvais un jour me joindre à une école d'aromathérapie, utiliser ma méthode pour aider à transmettre encore plus loin. Donc, l'enseignement, c'est une chose qui m'intéresse aujourd'hui, de continuer, faire des conférences. Alors, vraiment de continuer, de perpétuer ces connaissances-là que j'ai accumulées. Et puis, peut-être même un jour, pour le moment, c'est pas à court terme, mais peut-être même un jour, peut-être ouvrir un petit cabinet de thérapeute, puisque je suis aromathérapeute aujourd'hui. Et tes prochains projets, tu parlais déjà de ce livre, Les molécules amusantes, se fait en 2 tomes. Donc le premier est sorti, le deuxième est prévu pour quand? Alors, le deuxième est prévu possiblement je dirais, à l'hiver prochain, au début de printemps, un peu comme cette année. Cette année, il est sorti en février en Europe. Et puis, par la suite, j'ai aussi ce jeu de cartes auquel je tiens beaucoup. J'allais te dire, il y a quand les cartes Pokémon de l'aromathérapie? Oui, nos Pokémon essentiels. Alors ça, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. On va attendre que le deuxième tome soit sorti au cas où. Oui, pour que les cartes soient complètes déjà, pour qu'il y ait toutes les familles. Oui, mais je pense que pour ceux qui aiment apprendre en manipulant avec des choses visuelles et tout, et là, ça va être vraiment simple de pouvoir comparer les huiles entre elles, de pouvoir trouver des alternatives. Par exemple, quelqu'un qui aime moins le goût ou l'odeur de la lavande va pouvoir aller vers le petit grain bigarade. Hein. Ces deux huiles on voit très bien qu'ils sont très, très semblables au niveau de leur composition moléculaire. Alors, non, c'est un beau projet, ça aussi. Quelle est ta plante préférée, Sonia? Ma plante, écoute, j'en ai plusieurs, mais il y en a une qui m'attire vraiment beaucoup, c'est la camomille noble. Et elle est calme, elle est douce, et c'est drôle parce que souvent j'ai des amis qui m'appellent toi t'es la maman camomille. C'est comme si c'était une étiquette, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette plante-là. Et j'ai une petite anecdote à cet effet-là. Tu sais, la couverture intérieure de mon livre, je savais pas qu'est-ce que l'éditeur allait choisir. Et puis, ils ont choisi justement un champ de camomille. Oui. Alors, j'étais tellement contente lorsque l'éditrice en chef m'a appelé pour me montrer le livre sur Skype. Elle m'a montré écoute, j'en avais les larmes aux yeux.
Oh mon Je Dieu, c'est comprends. vraiment une de mes plus belles plantes. Alors, je dois dire que oui, elle a une position particulière pour moi. Et quelle est ton huile essentielle préférée? Est-ce que c'est celle de la camomille noble ou Ah, une autre? en fait, c'est drôle, hein? Pour les huiles essentielles, je te dirais que la camomille allemande, c'est une de celles que j'aime beaucoup, mais j'aime encore plus le vétiver. Si je sors, moi, je vais me promener l'été. Il y a des petits moustiques, évidemment. J'ai la chance de vivre près d'une forêt. Alors, je m'y promène régulièrement. C'est rare que je sors sans mon vétiver. J'adore l'odeur vraiment profonde de cette huile essentielle. Et puis, en plus, elle me protège. J'ai l'impression de faire une avec. Oh non, c'est magnifique. Alors, peut-être vétiver, mais il y en a plein, plein d'autres. Oui, oui, oui. On Oui, a bien rarement sûr. une seule, mais celle qui t'est venue en tout cas Mhm. spontanément à l'esprit, c'est le Ouais. vétiver. Et c'est étrange parce que quand tu as dit je ne sors jamais sans mon vétiver, j'ai entendu vêtir en vert. Ah, ben Et tu en fait, vois. c'est comme si tu t'habillais de vert pour Ah, sortir. c'est une belle, oui. Ça m'a vraiment frappé quand tu l'as Mhm. dit. Et Oui. un livre qui t'a marqué, le premier qui te vient à l'esprit. Ah, écoute, il y a un livre qui m'a beaucoup intéressée. Ça fait pas si longtemps, entre autres. C'était La vie secrète des arbres. Je pense que c'est le Oui, bon titre, qui a si, c'est été écrit ça. par un Allemand. Hein, Oui. et je pense qu'il a publié des millions d'exemplaires. Mais là, ça a été une révélation de voir Hmm. comment tout était interrelié, comment les arbres étaient en famille dans la forêt. Je Se regarde plus les parle. arbres de la même façon. Effectivement, de voir toute cette biodiversité qui s'entraide aussi avec les Hmm, champignons. hmm. Donc, non seulement il avait fait une version adulte que j'ai lue, je pense en même pas quelques jours, mais il a aussi une version pour enfants. Alors, tu sais, avec Marie Bambel de petits-enfants, ils ont tous leur version. Ils ont tous, c'est une histoire par page. Déjà, pour aller dormir, on peut le Oui. raconter. C'est magnifique et puis ça informe, c'est de la connaissance magnifique. Mm. Écoute, on arrive à la fin de notre conversation de sorcière. Et je voulais clôturer notre entretien en donnant quelques informations pratiques. Donc, tu me dis la date de parution du tome 2 des molécules amusantes est prévue dans à peu près une année, Oui, l'année prochaine. oui, Et on peut te trouver, Sonia, sur Facebook sous le nom de Sonia Blondeau, oui. sur LinkedIn aussi sous le même nom, auteure et conférencière, au cas où vous auriez des homonymes. Donc, Sonia Blondeau, auteure conférencière. Tu as une chaîne YouTube aussi autour des molécules amusantes, donc de ce nom-là, Sonia Blondeau, molécules amusantes. Oui. Et vraiment, je t'invite, chère sorcière et druide qui écoute cet entretien, à aller chez Sonia Blondeau découvrir son univers. On peut aussi, pour X raisons, lui écrire directement par mail, donc à soniablondeau26@gmail.com. Toutes ces informations seront sur le blog, donc sur le lien que je mets habituellement pour écouter le podcast. Vous aurez toutes ces informations par écrit. Et pour se procurer ce livre, donc aux éditions Améris directement, donc, il suffit juste d'aller sur leur site, donc éditionaméris.com. Mais aussi en France, en tout cas, on peut le trouver dans les boutiques de santé de produits naturels. Moi, perso, je l'ai acheté chez Sevelia, Sevelia. Je l'ai reçu en 3 jours. Les frais de port sont tout à fait raisonnables et ils sont très réactifs. Donc vraiment, en France, j'ai aucun partenariat avec ce site, je tiens à le préciser. Mais c'est juste que j'ai cherché plusieurs endroits où l'acheter et c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé. Donc c'est un tips. Voilà, juste un conseil. Au Québec, parce que un podcast s'écoute dans le monde entier, on peut le trouver chez Aroma, Québec Aroma, chez Alixir Huile Essentielle, chez Divine Essence et chez Unzaroma et quelques écoles d'aromathérapie aussi. De toute façon, toutes ces informations d'ordre pratique seront dans le blog, le descriptif de notre conversation d'aujourd'hui. Donc, je rappelle le titre, c'est
Des molécules amusantes quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu, publié aux éditions Amiris de Sonia Blando. Sonia, j'ai été vraiment ravie de discuter. On aurait pu rester encore des heures, je crois. On a légèrement, voire largement dépassé le temps habituel des conversations de sorcières et de secrets de sorcières. Mais ça n'a aucune importance. Je te rassure, Sonia, je vais pas couper dans cette conversation. Tout ce que nous avons dit est essentiel. Et sans jeu de mots. Voilà. J'ai pas fait exprès. Et donc, vraiment, ça a été un plaisir. Et je serais ravie de te recevoir à nouveau quand tes projets seront avancés sur le tome 2 ou toute autre actualité de ta part. Et on reparlera encore des molécules et on reparlera de la puissance et la beauté des huiles essentielles et de l'aromathérapie. Un grand merci, Sonia. Vraiment, c'était un plaisir partagé. Eh ben, à bientôt. Et je dis aussi au revoir à tous nos auditeurs. J'espère que cet épisode, plus long que d'habitude, t'aura plu. Et j'étais vraiment, encore une fois, ravie de te recevoir. C'est même plus que ravie, c'est un honneur parce que ton parcours est vraiment très inspirant. Merci Sonia. Beaucoup. Merci à toi. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, abonne-toi gratuitement à la newsletter de Sorcières en Herbe et à la plateforme d'écoute de ton choix. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram Magie Vert, Sorcières en Herbe. Tu y trouveras plein d'infos sur l'actualité de mes podcasts et aussi des recettes et des rituels. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!